Eh ben, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour déjà ce dernier épisode de La Tête à Papineau. On en est déjà au 8e. Une saison qui s'achève sur un été qui s'en vient, sur des belles températures, un beau temps. Donc évidemment, avec ça, on va vous proposer un épisode avec un format un petit peu particulier. Je vais y revenir juste après. Tout d'abord, on voudrait évidemment remercier tous ceux qui ont été présents à nos 2 derniers 5 à 7, donc celui sur la santé mentale et celui sur l'environnement. Ça fait toujours plaisir de voir que beaucoup de gens se déplacent virtuellement, tout du moins, et nous accompagnent tout au long de cette année. On vous prépare un événement un petit peu particulier pour la fin de l'année aussi, ça je vous en parlerai un petit peu plus à la fin. Évidemment, pour ce soir, je ne serai pas seul comme à l'habitude. Bonsoir Alexis, comment ça va? Bonsoir Charlie, ça va bien? Oui, toujours, en pleine forme. Et toi Julie? Eh ben ça va super aussi, très excitée de ce dernier épisode. Bah ouais, ça fait la boucle est bouclée comme on dit. J'ai commencé à animer le premier, j'anime le dernier, c'est quand même cool comme boucle. Et donc ce soir, comme je vous ai dit, un épisode un petit peu particulier, puis on a un invité un petit peu particulier aussi. Ce soir, on reçoit Thomas Milan. Comment ça va Thomas? Ça va super, et vous autres? Oui, en pleine forme. Toujours. Donc, ce soir, pas de chronique, comme à notre habitude, simplement une entrevue et une discussion avec Thomas. Donc, on va vous présenter un petit peu son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, et après, on va discuter un petit peu de ses projets, etc. Donc, c'est un format un petit peu particulier. N'hésitez pas à nous dire s'il vous plaît ou s'il vous déplaît, et nous donner votre feedback là-dessus, puis on en fera peut-être plus souvent des épisodes spéciaux comme ça. Et sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à tous les deux, Alexis et Julie, en commençant par Alexis. Merci Charlie. Bien, Thomas, bienvenue parmi nous. Thomas est un étudiant au doctorat en biologie moléculaire à l'Université de Montréal, organisateur de 2 premières éditions des coulisses de la recherche, également co-organisateur au Festival 24 heures de sciences et maintenant animateur derrière la chaîne Twitch Science à la carte. Thomas, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va super, je suis super excité de participer à votre podcast La Tête à Papineau, c'est vraiment super chouette. Moi, j'ai toujours plaisir à prendre le micro, puis jaser avec du monde. Et puis je vois que vous avez un beau petit setup, vous autres, là, fait que c'est très sympa de vous voir et de vous entendre. Bien, merci. Je pense que c'est vraiment un peu l'expérience d'une première saison complète. Pour ça, on peut se féliciter. On va commencer un peu avec ton parcours de vie. Naturellement, tu n'arrives pas ici à tout hasard. Dans le cadre de ton doctorat, commençons par ça. Tu t'intéresses aux mécanismes épigénétiques et génétiques intervenant dans une leucémie pédiatrique causée par une aberration chromosomique. Et voilà, il fallait que je me plante sur le dernier mot. Comment est-ce que tu expliques ça à tes parents? Ah, le parcours presque parfait de dire le nom de ma thèse. Chapeau, Alexis, pour ça. En fait, en quelques mots, je te dirais que je m'intéresse à un cancer du sang très particulier que l'on retrouve particulièrement en fait, chez les enfants. Et donc, quand on parle d'enfants, c'est vraiment en dessous de 1 an. Là. C'est vraiment au niveau nourrisson, là, vraiment très très jeune. Et en fait, j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans ce type de leucémie-là au niveau génétique. Donc, c'est quoi une translocation chromosomique, le mot sur lequel tu as un peu accroché? En fait, c'est 2 morceaux de chromosomes qui vont se retrouver l'un à côté de l'autre pendant en fait, le développement de l'enfant chez la mère. Et en fait, quand l'enfant naît, cette translocation-là, ce morceau de 2 chromosomes-là se retrouve l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée un gène particulier qui est normalement inexistant d'une formation normale de cellules. Et à l'issue de ça, on a une protéine particulière qui se crée. Et ça va ensuite induire des modifications au niveau du profil génétique, donc de l'allumage de certains gènes. Et en fait, j'essaie de comprendre justement quels sont les gènes qui sont allumés ou éteints dans ce type de leucémie-là. C'est drôle que tu dis ça, puis la seule image qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme une modification au gamma ou une morsure d'araignée radioactive. Ça donne pas des super pouvoirs, j'imagine? Ah non, effectivement, c'est pas les super pouvoirs que ça donne, c'est bien tout le contraire malheureusement, mais en fait on a quand même des traitements qui existent justement pour contrer cette maladie-là, qui sont plus ou moins efficaces, qui sont plus ou moins spécifiques. En tout cas, mes travaux pourraient en fait paver la voie justement à trouver de nouvelles avenues thérapeutiques après. Si on comprend d'abord comment est-ce que la maladie fonctionne,
en termes normaux, dans le sens où la maladie fonctionne de manière, dans un contexte bien particulier, on pourra mieux trouver et mieux affiner la découverte de médicaments, de molécules thérapeutiques qui pourraient cibler justement certains gènes qui sont allumés, éteints, des protéines qui sont produites ou non. En tout cas, avoir des cibles thérapeutiques beaucoup plus précises, c'est justement l'objet et les conséquences de mon projet. Donc, au final, un peu voir le mécanisme d'action, puis voir de ce fait à quelle étape on peut intervenir. Exact, absolument. Puis ça, c'est l'affaire aussi, c'est que c'est un peu comme si le mal était fait. C'est-à-dire que la translocation est présente. On ne peut pas la cibler. Il n'y a pas de mécanisme qui permettrait de vraiment cibler, de bloquer justement cette translocation-là, cette modification-là. Mais elle induit des choses. Donc, on va aller voir ce qui se passe après. Et si on peut trouver des choses, des molécules qui vont cibler ce qui se passe après, ben là, on pourrait éventuellement trouver un mécanisme et trouver un traitement pour le patient. D'accord. Donc, pour faire un peu parallèle, on parle de mécanisme d'action. Comment s'est opéré le mécanisme d'action qui t'a amené vers la communication scientifique? Comment est-ce que le feu sacré a-t-il pris dans ton organisme? Feu sacré, je te dirais qu'il a pris vraiment au tout début de mon doctorat. Quand je suis arrivé ici à Montréal en début 2016, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller plus vers le grand public parce que je trouvais ça le fun de faire ces travaux de recherche sur un cancer du sang. Le cancer, c'est un mot que tout le monde a entendu parler, plus ou moins directement ou indirectement, on est concerné par cette maladie. Et les chiffres, ça, sont là. Hein. Un Canadien sur 4 mourra du cancer, un Canadien sur 2 recevra un diagnostic du cancer dans sa vie. Donc on est concerné par cette maladie-là. Puis je me suis dit, hey, est-ce qu'on pourrait essayer de conscientiser la population, essayer de trouver une façon de pouvoir créer une passerelle entre le grand public et les scientifiques pour essayer un petit peu de démystifier qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, faire tomber les fameux murs qu'il y a autour des labos pour faire entrer le grand public. Et assez rapidement, donc ça c'était en 2017, je me suis dit, ok, j'essaie de m'impliquer, trouver des choses que je pourrais faire pour aller voir justement ce grand public. Et puis, il y a le festival 24 heures de science avec qui j'ai collaboré. C'est l'une de mes premières initiatives avec le chercheur en chimie Alexis Vallée-Bellil, justement, qui s'occupait à l'époque, en 2017-2018, s'occupait, et même avant, de l'édition à l'UDM de ce festival 24 heures de science. Et en fait, je l'ai contacté, je lui ai dit, hey, est-ce que tu aurais besoin d'un coup de main? Est-ce que tu veux que je t'aide? Do you need help? Et il m'a dit, bah oui, let's go, on fait quelque chose, allons-y, on crée quelque chose. En tout cas, on continue les éditions précédentes. Donc là, on a eu 400-500 élèves du secondaire qui sont venus justement pendant cette journée-là. C'est toujours la première fin de semaine de mai. Et c'était mes premières expériences en vulgarisation. En fait, je micromanageais en bon français les différents stands. Il y avait une dizaine de stands gérés par des étudiants. Moi, je m'assurais en fait que tout allait bien. Donc, c'était une première expérience en fait en vulgarisation. Et puis en fait, petit à petit, je me suis dit, ok, ça se passe super bien, c'est vraiment le fun, les écoles, c'est cool. Est-ce qu'on pourrait pas justement essayer d'aller voir un public plus général, puis sortir un petit peu des écoles? Et en fait, en réfléchissant, notamment avec une collègue à moi qui partageait en fait le laboratoire avec moi, qui s'appelle Mireille Larouche, en fait, on est arrivé vers un format un peu particulier, qui est en fait un speed dating scientifique, qui a donné en fait lieu à ce qu'on appelle dans les coulisses de la recherche. Et c'est un événement justement là qui est particulièrement intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter après dans l'entrevue. Mais en tout cas, c'est là où j'ai continué justement le parcours de la vulgarisation. Splendide, donc c'est vraiment là que les premiers tisons se sont allumés pour la communication scientifique. Et t'en as parlé un peu. Toi, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton rôle de vulgarisateur scientifique? Moi, ce que j'aime le plus, je dirais, c'est la fameuse... ça va vraiment paraître too much ce que je vais dire, mais la fameuse étincelle, genre. Tu parles de quelque chose à quelqu'un, puis tu l'as dit tantôt, t'as dit mon titre de thèse tantôt, Alexis. Je suis persuadé que les personnes qui nous ont écoutés ont dit « Oh my God, on va rien comprendre ». J'espère que vous avez compris d'ailleurs l'explication que je vous ai donnée. On le souhaite. Sinon, envoyez un message, puis je vous raconterai ça. L'affaire, c'est que... quand on parle d'un sujet qui paraît extrêmement complexe, en fait, il n'est pas si complexe que ça lorsqu'on arrive à mettre des mots simples sur ces contextes, sur ces concepts qui sont compliqués. Et surtout des mots simples, pas forcément dans le détail, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller vraiment dans les détails. Puis ça, c'est un crève-cœur pour les chercheurs, justement, de ne pas aller dans les détails. Mais lorsque tu arrives à faire comprendre ce message-là au grand public, là, c'est quelque chose que moi qui m'anime énormément. Puis je suis comme, oh yes, j'ai gagné. Au moins, la personne qui m'a écouté a compris. Et elle aura au moins appris quelque chose. Alors, ça peut être un petit concept
voilà, qui change pas la face du monde, mais en tout cas, elle a eu une petite miette de science et j'aurais aimé ça. Donc c'est surtout ça en fait qui me stimule beaucoup, c'est la réaction du grand public et aussi le travail qu'il y a en amont, parce qu'il faut penser la façon dont tu vas apporter ton histoire, la façon dont tu vas raconter ton histoire, la façon dont tu vas choisir tes mots. Mais là, on parle de concepts un peu particuliers, que ce soit à l'écrit, à la radio, à la télévision ou quoi. On a toujours un format bien particulier où il faut choisir ses mots pour capter l'attention. Et cet aspect-là de raconter une histoire, c'est quelque chose aussi qui me stimule beaucoup, à savoir l'imagination, la curiosité, l'innovation. Comment est-ce qu'on va trouver les bons mots pour raconter son histoire? C'est quelque chose que j'aime beaucoup, particulièrement quand je fais la vulgarisation. Tu parles justement des démarches, de processus de vulgarisation scientifique, tu as plusieurs implications. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux nouveaux initiés de la vulgarisation scientifique pour se lancer dans un projet? Je dirais que la première des choses, c'est d'apprendre déjà à c'est quoi la base de la vulgarisation. Parce que oui, c'est bien de vouloir se lancer, ça s'apprend de communiquer. Dans un congrès scientifique, les étudiants en recherche et les chercheurs de manière générale, la communauté scientifique de manière générale, c'est très bien comment communiquer leurs travaux de recherche à un congrès. Très bien, et encore certains manquent justement parce qu'ils ne vulgarisent pas assez pour leurs collègues, mais en tout cas, ils savent très bien l'introduction, résultats, matériel et méthodes, la conclusion, les ouvertures, les perspectives. Vous le savez par cœur, d'ailleurs vous aussi. Et par contre, en fait, justement, cet aspect-là, eh ben, il faut prendre l'exercice à l'envers. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi au fur et à mesure de mes formations. C'est que la fameuse pyramide, on passe du plus général au plus particulier en recherche. Et ben, lorsque vous faites de la vulgarisation, vous prenez la pyramide, vous la mettez littéralement à l'envers. Vous parlez de ce que vous voulez que la personne retienne et ensuite vous déroulez pour aller vers le plus général. Et ça, c'est quelque chose de primordial que moi, j'ai mis du temps en fait, à comprendre justement cette mécanique-là qui est difficile. C'est difficile à mettre en place ça quand on écrit un texte, quand on pense à ça. La façon dont on va raconter son histoire et surtout d'attirer l'attention tout de suite envers le lecteur. Le lecteur, quand il lit une page, il va peut-être pas aller jusqu'au bout, donc il faut mieux s'arranger pour que la personne lise jusqu'au bout, en tout cas ait envie de lire jusqu'au bout, et surtout retienne le message dès le début. Je pense que ça, c'est le plus important. Puis une deuxième chose que je dirais aux personnes qui veulent se lancer, c'est avant tout de oser se lancer. Souvent, on aurait peur de se dire « Ah, là, je suis pas trop à ma place, pourquoi est-ce que je me lancerais? Je suis qui, moi, étudiant au doctorat ou à la maîtrise pour me lancer ?» Ou même au bac, ou même avant, même si vous avez envie de vous lancer, que vous êtes passionné par ce que vous voyez dans les musées, dans les médias, à la télévision, dans les médias aussi moins traditionnels, puis on en parlera tantôt. Lancez-vous en fait, essayez des choses, vous allez vous casser la gueule, c'est pas grave, je me suis cassé la gueule, on s'est tous cassé la gueule, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Et si vous osez, si vous avez envie d'essayer, allez-y, lancez-vous. Après, il faut voir des tutos, il faut voir les bonnes techniques, etc. Ça c'est autre chose. Mais si vous avez envie, n'hésitez pas à le faire, vous avez tout à gagner en fait à faire ça. Oui, exact. Peut-être même un passage initiatique à travers une présentation Bistro Brain, qui sait? Par exemple, ça pourrait être une bonne Par formation. exemple, par pur hasard. Donc, à partir de ce moment-ci, je relayerai la parole à ma collègue Julie pour un peu l'échange de discussion. Mais oui, c'est bien, parfait tout ça. Merci beaucoup Thomas pour la première partie. Je pense que tes conseils ont été, en tout cas de ma part, très écoutés puis très entendus. Puis tout ça, c'est des bons points. Et tu l'as un petit peu mentionné à la fin de ce que tu viens de dire, c'est au niveau donc des différents types de médias, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, particulièrement cette année, la vulgarisation scientifique a pris une place vraiment importante dans la vie pas mal de tout le monde avec la pandémie. Et justement, l'évolution de ces médias, où est-ce que tu penses que se situe la place de la vulgarisation dans le monde numérique, donc peut-être plus dans les médias sociaux et les nouveaux médias en général, par rapport à des médias plus traditionnels comme on peut avoir la presse écrite ou encore la télévision, comme on disait un petit peu tout à l'heure? En fait, j'ai la sensation que la pandémie a encore plus exagéré cette transformation-là des médias de manière générale. La télévision, la presse écrite, la radio, je pense qu'elles sont de moins en moins consommées, entre guillemets. J'aime pas ce mot consommer, mais c'est ça. En tout cas, écouter ou regarder de moins en moins par la nouvelle génération. Et j'ai l'impression que la nouvelle génération, en tout cas c'est un fait, va s'informer ailleurs, notamment sur d'autres médias beaucoup moins traditionnels. C'est pas pour autant que c'est des mauvais médias, c'est pas pour autant que c'est de la mauvaise vulgarisation, de la mauvaise communication. C'est juste qu'elle est différente et il faut la prendre avec ses défauts, ses avantages. C'est sûr qu'il y a des choses, de mauvaises informations qui sont partagées, c'est clair. Parfois, il peut y avoir aussi un petit peu de contenu un peu plus haineux, en tout cas plus houleux ou plus dérangeant. Mais à côté de ça, il y a énormément d'avantages à justement utiliser ces réseaux sociaux pour
partager de la bonne information, de la bonne science, comment la vulgariser, comment la raconter et surtout atteindre un autre public. Parce que ce public-là qui a entre 18 et 30 ans, ou même moins, consomme, comme je disais, de moins en moins la télévision par exemple. Et donc il faut réussir en fait à faire cette transition-là, puis aller et le conquérir dans d'autres médias. En tout cas, c'est mon avis très personnel. Et selon moi, la pandémie a encore plus exagéré cet aspect-là. Pour les bonnes choses, en fait, parce que je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup de bons côtés. Et il faut vraiment sauter sur l'occasion pour profiter de ça et proposer d'autres types de contenus. Ça permet de faire des collaborations partout dans le monde avec la pandémie. Tout est en virtuel, donc c'est hyper facile de pouvoir parler avec du monde et d'organiser des événements ou des discussions, des podcasts par exemple, tout hasard. Donc c'est ça. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une transition qui se passe. Il y a quelque chose qui... une évolution en tout cas de la façon dont on consommait cette science vulgarisée. Elle est juste communiquée sur d'autres réseaux de communication et c'est tout à son honneur en fait, et je pense que ça peut être extrêmement puissant pour les chercheurs, pour la communauté scientifique d'utiliser ces réseaux sociaux-là. Mais je suis très d'accord avec toi, c'est sûr que c'est, comme tu dis, c'est une évolution de la société là qu'on se doit de suivre aussi, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à atteindre des personnes qui peut-être n'en avaient rien à faire de la science avant ça. Et puis d'ailleurs, je pense que toi, t'as bien entamé ce virage-là au niveau de la vulgarisation, que je vais appeler vulgarisation numérique, si on veut, avec notamment le développement de ta chaîne Twitch Science à la carte. Twitch qui est aussi une plateforme relativement nouvelle, que moi personnellement je connaissais principalement pour les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui par exemple veulent faire quelque chose sur Twitch, et qu'est-ce que tu dirais à tes spectateurs également, genre, ou aux personnes qui hésitent peut-être à regarder ce genre de contenu? Qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu aurais des conseils, des points sur lesquels tu trouves que Twitch c'est une plateforme géniale ou pas? Alors je vais juste vous donner un exemple pour vous dire que c'est une plateforme géniale. Radio-Canada a publié un article récemment, pas plus tard que cette semaine en fait, pour faire la publicité de l'Aquarium de Vancouver qui s'est starté une chaîne sur Twitch, excusez-moi pour mes anglicismes, qui a démarré une chaîne sur Twitch pour justement en fait mettre en avant l'Aquarium de Vancouver et mettre en avant ce qui se passait, l'aspect de faire attention aux espèces, puis justement chercher un petit peu de financement aussi parce que les temps sont durs pour les musées de manière générale, pour le monde de la culture de manière générale. Et en fait, ils filment des loutres dans l'aquarium de Vancouver. Donc vous avez un stream littéralement pendant 24 heures non-stop, parfait pour l'ASMR, ceux qui adorent les bruits de vagues et l'ASMR visuel de voir des loutres qui s'amusent. C'est très relaxant, je vous assure. Je parle en expérience. Et l'aspect, justement, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire, les spectateurs qui oseraient pas justement aller sur une plateforme comme Twitch, c'est que Twitch à la base était très jeux vidéo, comme tu l'as dit Julie. Effectivement très jeux vidéo, ça reste encore très jeux vidéo, mais je vous dirais depuis 3 ou 4 ans il y a une sorte de transition, on parlait d'évolution tantôt. Twitch également commence en fait à rentrer vraiment dans une sorte de transition de façon à être beaucoup plus grand public. Oui, il y a du contenu jeu vidéo, puis si vous allez sur twitch.tv, évidemment que vous allez trouver du jeu vidéo, c'est certain, parce que c'est la racine, c'est ce qui fait vivre la plateforme, évidemment. Mais il y a de plus en plus d'autres contenus qui apparaissent, des streams de cuisine, de robotique, d'éducatif, de musées, vraiment très très diversifiés, d'art également. Il y a même des artistes, moi je suis énormément d'artistes qui font des concerts littéralement avec leur communauté, qui justement ils appellent leur communauté à leur demander quel type de chanson ils voudraient avoir. Enfin que là, le groupe fait des musiques. Moi j'ai passé, pour l'anecdote, avant que ça ferme et avant que la pandémie arrive, je traînais parfois assez souvent le vendredi ou samedi soir au Deux Pierrots, en tout cas qui est une boîte à chansons sur le Vieux-Port, qui a fermé aujourd'hui. Et il y avait un groupe que j'aimais particulièrement qui s'appelle Rafi. Et ce groupe-là faisait souvent des covers, en tout cas ils prenaient les chansons, puis hop, ils les rejouaient, puis c'était toujours le fun, toujours chouette. Et je les ai suivis en fait sur Facebook, et ils ont créé en fait en mai 2020 une chaîne sur Twitch. Et là maintenant ils se produisent justement sur la plateforme assez régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. C'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire que même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, allez sur Twitch, c'est certain que vous allez trouver du contenu qui va vous plaire. Et notamment la science commence petit à petit à faire sa place. Au Québec, c'est encore très embryonnaire. Je pense que je suis le seul à faire un contenu 100% scientifique sur la plateforme, en tout cas Québec francophone.
Il y a des streamers, notamment Hellfrank, qui est en fait un historien, archiviste, qui habite à Rimouski, si ma mémoire est bonne, qui lui en fait utilise les jeux vidéo pour vulgariser l'histoire. Donc, pour vous donner en fait un autre exemple, donc il utilise justement l'aspect jeu vidéo, mais il propose également du contenu vulgarisé. Et en fait, encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est à vous d'aller voir pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, qu'est-ce qui pourrait vous allumer comme type de contenu. Pour les potentiels streamers, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Commencez par ça, parce qu'on n'est pas nombreux, donc envoyez-moi un message si vous voulez faire une collaboration, je serai très content de vous aider. Si vous avez envie de vous lancer sur Twitch, avant tout, ce que vous devez penser, c'est avant tout au micro, évidemment. Ça, c'est l'aspect beaucoup plus technique. Mais pensez également en fait à une signature de votre chaîne. Qu'est-ce que vous voulez proposer comme type de contenu? Pensez que ça va être un contenu qui est 100% en direct, donc c'est pas du tout des vidéos qui sont en différé, c'est une plateforme de streaming par définition, donc c'est du direct. Ça veut donc dire que c'est pas des vidéos YouTube que vous allez préparer en avance un dimanche matin pour les diffuser un mercredi après-midi, mettons. Faut que vous ayez justement, faut que vous atteigniez un public qui va avoir les mêmes créneaux horaires que vous. Et essayez si vous avez des choses qui vous intéressent, que ce soit de l'art, que ce soit de la science, que ce soit de l'histoire, whatever, vous allez forcément trouver quelque chose, un format qui va vous allumer et que vous allez vouloir animer. Alors certains au début, vous allez vous retrouver avec il y aura 1 ou 2 personnes sur le chat, ça va être très compliqué. Faut pas se décourager. Faut pas se décourager, exactement. Et vous avez une totale liberté dans le contenu que vous voulez proposer. Puis ça, c'est super important de le préciser parce qu'on pourrait penser, ouais mais alors attends, parce que la Twitch, c'est plus jeux vidéo, donc moi si je fais pas du jeu vidéo, est-ce que je vais être à côté de la plaque et tout ça? En fait non, c'est vous qui décidez, c'est certain qu'il y aura un public qui va répondre à ce que vous proposez vous. Donc ayez confiance en vous, puis lancez-vous. C'est certain que vous allez, encore une fois, vous casser la gueule. Je dis souvent, on casse la gueule, là, mais je suis très optimiste de base, hein, donc ne pensez pas que je me casse la gueule tout le temps, mais simplement, lancez-vous, en fait. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Il y a plein de tutos qui existent pour bien paramétrer vos affaires. Donc si vous avez un contenu que vous voulez proposer, n'hésitez pas. Et pour vous donner en fait un autre exemple de liberté, justement, puis là je vais faire la boucle avec le 24 heures de science, dont on parlait tantôt. Il y a un format justement que j'ai pensé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme sur Twitch, vous pouvez avoir des directs littéralement de 24 heures. Donc, c'est la personne start son stream et elle l'arrête 24, 25 heures, 26 heures après. Ce qui est une prouesse en soi parce que franchement, se prendre une nuit blanche, merci, bonsoir. Et l'affaire, c'est que Twitch, souvent, les personnes font ça pour jouer avec leur communauté, pour discuter, pour remercier leur communauté, etc. etc. Et en fait, quand j'ai vu que le Festival 24 heures de science reprenait leurs activités en 2021, en février, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à proposer. Moi, je suis sur Twitch, 24 heures, Festival 24 heures de science. Dans ma tête, les 2 fils ont connecté. Les 2 filles qui me restent ont connecté. Et je me suis dit, let's go, on va tenter l'affaire, on va leur proposer. Ils m'ont tout de suite dit oui, et ça a tout de suite embarqué. Et c'est vraiment super le fun de pouvoir proposer justement encore une fois cette liberté-là. Donc pendant 24 heures au début du mois de mai, vous pouvez retrouver sur ma chaîne d'ailleurs les replays, justement tous les invités, en fait, on avait vraiment fait une programmation. On avait commencé à 11h le vendredi jusqu'à, je pense, midi, 13h le samedi. Et on avait vraiment un programme 100% scientifique. On a eu Rémi Caillon qui est passé, le scientifique en chef du Québec. On a eu Olivier Hernandez, directeur du planétarium. On a eu des chercheurs, des journalistes qui sont passés. On a eu des artistes qui utilisent l'art pour parler de science. On avait des panels avec les enseignants. On a parlé baleines à la toute fin avec chef naturaliste du CREM et une étudiante également de McGill qui travaille également sur les baleines. Et c'était vraiment super intéressant. Et ce contenu-là, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai pas à réinventer la roue, là, on s'entend avec ce format-là, parce que 24 heures, ça existe déjà. Mais c'est la première fois qu'au Québec, en tout cas, on a un format-là aussi long, où on propose du contenu 100% scientifique. Et si vous avez envie de vous lancer, que vous avez une imagination qui déborde, allez-y, lancez-vous et osez surtout. Très bonne réponse, très bonne réponse. Puis je pense que pour tous ceux qui ont entendu tout ça, allez voir la chaîne de Thomas, il vous reste plus que ça à faire, Science à la carte sur Twitch. J'aurais une petite dernière question peut-être pour toi Thomas. Donc on a beaucoup parlé justement des médias numériques, etc. Mais est-ce que tu penses que au final la vulgarisation va vraiment se tourner totalement vers le numérique? Et si je vais un peu plus loin dans le même sens, quels sont les points positifs qui restent encore à la vulgarisation traditionnelle en présentiel, si je peux dire, parce que l'avantage du numérique aussi, c'est l'accessibilité, comme tu l'as dit, échanger aussi avec des personnes de partout dans le monde, etc., etc.
Je dirais que c'est certain qu'on ne remplacera jamais les médias traditionnels parce qu'ils sont là pour rester dans le sens où on aura toujours de la presse écrite selon moi, on aura toujours de la radio, on aura toujours de la télévision, mais on aura un public qui va être habitué à ce type de médias-là et qui va rester en fait avec le temps pour, selon moi, peut-être aller vers d'autres médias, mais en tout cas rester parce qu'ils sont... Tu sais, quand on a une habitude, de manière générale, c'est difficile de changer cette habitude-là. Les personnes qui sont habituées à écouter Radio Cannes, à la radio ou à la télévision ou quoi, ils vont rester, ils auront leurs habitudes là. Donc c'est difficile de sortir quelqu'un de ses propres habitudes. Et puis, c'est des médias qui ont aussi beaucoup d'ampleur. Je veux dire, les politiques sont tous sur ces médias traditionnels, les scientifiques également. C'est là la façon de pouvoir informer la population. Donc, c'est certain que ces médias-là vont rester. Moi, j'en suis persuadé. Mais les médias moins traditionnels, je pense, selon moi, ça va être vraiment un ajout, quitte à en fait prendre de plus en plus de place. Puis là, je vais reprendre l'exemple de Twitch. Je pense que Twitch a l'ambition de devenir éventuellement un jour une chaîne littéralement de télévision. Dans le sens où, je vous donne un exemple, il y a un journaliste en France qui s'appelle Samuel Etienne qui a invité le président de la République, François Hollande, en tout cas l'ancien président de la République, François Hollande. C'est trop cool, ça veut dire qu'on peut avoir du contenu non jeux vidéo sur une plateforme comme Twitch. Donc peut-être que dans 4, 5 années ou peut-être plus, puis là je fais juste des prédictions qui n'engagent que moi, mais peut-être que ça va remplacer petit à petit la télévision ou la radio, qu'on ira sur une plateforme plus de web diffusion. Ça peut être Twitch, ça pourra être une autre, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça va de plus en plus numérique et je trouve que la pandémie a encore plus exagéré cette transition-là. Selon moi, les médias vont encore rester, mais quand on regarde les courbes d'audience, en tout cas je ne suis pas dans je ne sais pas, mais j'imagine, selon moi, la prédiction, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui écoutent. Ou en tout cas, les chiffres sont très différents dépendamment des générations. Donc je pense que ça, petit à petit, la population va vieillir. Puis cette population-là qui était habituée à tout ce qui était Instagram, Facebook, beaucoup moins Facebook maintenant, mais TikTok, Twitch, etc., elle aussi va vieillir. Donc elle va garder ses habitudes et petit à petit, peut-être que dans 20-30 ans, on n'aura plus de télévision, puis on aura juste Twitch. Effectivement, ce serait un sacré monde. Puis d'ailleurs, Twitch, c'est twitch.tv, donc la chaîne de télévision, c'est une bonne possibilité. Et sinon, donc toi, Thomas, tes projets là pour les prochains mois ou la prochaine année? Prochain projet, le premier dans ma to-do list, c'est terminer mon doctorat. Ça peut être un projet intéressant quand même. Déjà, gros projet. Pas oublier. Je suis censé déposer dans les quelques jours qui s'en viennent, donc ça va être quelque chose sur les rails. Les prochains projets, je vous ai parlé rapidement de dans les coulisses de la recherche tantôt. En fait, on travaille d'ores et déjà en fait, sur l'édition numéro 4. Donc, en fait, on voudrait essayer de proposer ce format-là, évidemment, à l'Institut de recherche en immunologie, cancérologie dans lequel je travaille, pour parler, oui, du cancer avec la population, mais éventuellement, en fait, de proposer ce format-là à d'autres instituts qui pourraient être intéressés par ce format-là. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Côté chaîne Twitch, en fait, les émissions vont reprendre très prochainement. Donc, je voudrais réussir en fait à faire une programmation de manière hebdomadaire, peut-être 1, 2, voire peut-être 3 émissions par semaine. Peut-être jeux vidéo, peut-être plus scientifique. En tout cas, je suis encore en train d'y réfléchir. J'ai aussi des collaborations avec des réseaux québécois, de recherche québécoise, qui justement veulent utiliser ma chaîne pour faire rayonner leurs travaux dans leur réseau. Donc c'est des choses qui sont en train de s'établir avec ces groupes-là. Et on est également en train de travailler sur l'édition 2022, dans le fond, du Festival 24 heures de sciences, où là, probablement, en fait, on va refaire ce format 24 heures. Donc, je vous le dis déjà, hein, ça va se repasser. Préparez-vous. Faites-vous un compte d'ici là sur Twitch pour venir participer. Et on va peut-être probablement le faire ça en présentiel. En tout cas, c'est pas encore certain pour le moment. Mais on va essayer de faire évoluer encore une fois le concept. Donc, moi, je veux vraiment essayer de garder ça, justement, cette chaîne-là, puis la faire grandir petit à petit. Parce que je pense que c'est un format différent et je trouve que c'est assez rassembleur et surtout ça attire l'attention un peu, ce format-là. Twitch, oui, moi je pense que c'est plus jeux vidéo, mais pourquoi tu fais de la science sur ça? Donc à chaque fois je suis toujours en train de réexpliquer pourquoi Twitch, c'est quoi Twitch, et moi ça me dérange pas du tout de réexpliquer.
mais je vois, il y a toujours une sorte d'intérêt puis de curiosité. Et puis là, on revenait justement à la curiosité du grand public. Bah, moi, quand je vois que la personne est comme ah bah ouais, ça paraît super cool ce que tu fais, et qu'après ils viennent me voir puis qu'ils viennent discuter avec moi sur le chat, je suis super content de les voir. Donc plein de petits projets qui prennent de l'énergie, mais j'aime beaucoup ça. C'est ça qui m'anime au quotidien. Eh ben oui, grosse année donc pour toi Thomas. Et merci beaucoup encore pour l'entrevue puis pour cette discussion très intéressante là, sur la vulgarisation scientifique. Moi c'est un sujet qui me passionne. Je trouve que tout ce que tu as dit, tous les points que tu as abordés, là, c'est vraiment des super bons points, bien d'actualité sur l'avenir de la vulgarisation. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Charlie pour terminer. Oui, ben, je te remercie encore Thomas. Je pense que c'était vraiment très constructif. Tu as comme donné full de conseils et tout. On espère que ça va susciter des vocations. Donc, merci aussi Julie et Alexis pour avoir mené cette entrevue. Comme on vous l'a dit, c'est la dernière pour cette saison. On va vous souhaiter à tous un bel été, mais avant, on vous prépare pour le 16 juin 19h, donc un 5 à 7 comme à notre habitude, mais un très gros 5 à 7 qui aura lieu au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, donc dans un format hybride à la fois en présentiel et en ligne. Et cette fois-ci, on ne reçoit pas des étudiants, cette fois-ci, on reçoit des professeurs qui vont venir parler de leurs grandes découvertes, de l'avancée qu'ils ont fait dans leur science, qui vont venir vous présenter tout ça. Donc, on a vraiment hâte et on est vraiment content là, d'avoir cet événement qui s'en vient. C'est une première. Donc, même chose, vous nous direz si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et évidemment, on vous invite à vous abonner à la chaîne Twitch de Thomas. Of course. Sur ce, on vous dit un bel été. Puis on se voit à la rentrée. Salut! Bon été!